41 ventes, 96 ventes, c'est le bilan commercial de mes deux jeux sur Steam. Plus de 87 000 € investis entre les deux, des années de travail et à peine 137 copies vendues. Voilà comment ça m'a construit une carrière. Tout commence avec Skyrim et Dark Souls. J'avais une vingtaine d'années, j'étais à Epitech, et comme beaucoup de gens qui jouent à ces jeux-là, j'avais envie de faire le mien. Mon ARPG, avec mon univers, mon lore, mes règles. J'ai passé un temps fou à écrire, plusieurs pages. Un monde entier, des factions, une cosmologie, des personnages. Tout un lore que, et c'est important, quasiment personne n'a jamais vu dans le jeu final. Le projet s'appelait Kingdom of Eluim. Dans l'univers, les Eluim étaient des sortes de dieux. Sauf qu'il y en avait plusieurs, donc ça aurait dû s'appeler Kingdom of Eluims, moins élégant. La terre où se déroule le jeu et l'histoire s'appelait Rhea. Le jeu s'appelait donc Kingdoms of Rhea, les royaumes de Rhea, nom de code du projet, Kramel. J'avais un monde, il me manquait juste de savoir faire un jeu. Pendant tout le développement de Kingdom of Rhea, je vivais chez mes parents. J'avais un CDD au début, puis j'ai touché le chômage. J'avais un mentor et très bon ami qui me répétait régulièrement de finir ce projet au plus vite et de passer à autre chose. C'est quelqu'un d'inspirant, qui avait clairement raison. Mais j'étais têtu. Kingdom of Rhea, c'était mon monde, mon histoire, ma vision. Lâcher, c'était impensable. Et cette obstination, même si elle m'a coûté du temps et de l'argent, m'a aussi appris quelque chose d'essentiel sur moi-même. Je ne lâche pas. Les gens qui m'ont rejoint, c'était pas des game devs, c'était mes amis. Des gens de mon cercle personnel qui n'avaient rien à voir avec l'industrie du jeu vidéo, mais qui croyaient en moi et dans le projet. À un moment, on était une dizaine. Et puis les gens partent, la vie reprend le dessus, c'est normal. Mais il y a eu un départ qui m'a coûté plus que les autres. Ma meilleure amie de l'époque était dans l'équipe. Et on n'arrivait pas à collaborer. On ne s'entendait pas sur le travail, les directions, les décisions. J'ai donc dû lui demander de partir du projet. Ça a brisé quelque chose entre nous. C'est le genre de truc que personne ne te dit quand tu te lances dans un projet passion. Que ça peut coûter des relations, pas à cause de la malveillance, juste parce que créer ensemble c'est difficile et que tout le monde n'est pas fait pour ça. À la fin, il n'en restait que deux. Moi et quelqu'un que j'avais rencontré quelques mois plus tôt, on y reviendra. Epitech m'avait donné une maîtrise du C et du C++, pas des notions, une vraie maîtrise. Mais le game dev, Unreal Engine, la logique d'un jeu, ça, aucune école ne me l'avait enseigné. J'ai dû l'apprendre en faisant Kingdom of Rhea. Et quand t'as de l'argent investi, quand t'as des gens qui t'ont soutenu, tu n'as pas le luxe de rester bloqué. Tu trouves, tu creuses, tu comprends vraiment. Je me souviens d'une nuit en particulier, je bloquais sur un bug depuis des heures. À un moment, j'ai lâché. Je me suis dit c'est bon, je vais me coucher, je verrai demain. Cette nuit-là, j'ai rêvé du problème. Dans mon rêve, j'ai trouvé la solution, je me suis levé, j'ai ouvert l'ordinateur, j'ai testé, ça fonctionnait. Quand t'es vraiment dedans, quand t'as un enjeu réel, ton cerveau continue de bosser même quand tu dors, c'est là la vraie formation. Avant les grandes conventions, il y a une soirée dans un bar, le Reset à Châtelet. J'y allais souvent, je connaissais bien les gens qui y bossaient. Un jour, ils m'ont proposé d'organiser un petit event pour que je montre le jeu. J'ai demandé à des amis de me prêter leur PC portable, j'ai fait des stickers, j'avais préparé une version de test, loin d'être finale, mais jouable. Ce soir-là, mes amis étaient là pour me soutenir. Et des inconnus ont joué à mon jeu pour la première fois. Je regardais leur visage pendant qu'ils jouaient, c'était incroyable. Quelque chose que j'avais fabriqué existait entre les mains de vraies personnes. C'est là que j'ai su que jamais je ne pourrais m'arrêter de créer. Ensuite sont venues les vraies conventions. Paris Games Week, Japan Expo, Bordeaux, Lyon, Virtual Calais. La Paris Games Week seule, c'était 3 000 € pour le stand, sans compter l'hôtel ni le transport. J'ai lancé un Ulule, on a demandé 5 000 €. On a obtenu 5 500 € avec 122 personnes qui ont cru dans le projet. On a commandé du merch, des figurines, porte-clés, tapis de souris, posters. J'en ai encore dans des cartons. On avait mis en place quelque chose d'un peu fou pour les conventions. On avait 3 cartes de visite différentes, une par événement. Si quelqu'un collectait les 3 cartes en venant nous voir sur plusieurs conventions, on lui offrait le jeu. C'était notre façon à nous de créer une communauté fidèle, de donner une raison de revenir. Et 2 personnes l'ont fait, 2 joueurs qui sont venus à chaque convention, qui ont collecté les 3 cartes, qui aimaient vraiment le projet. À chaque fois qu'on les voyait arriver, ça rechargeait les batteries. Dans les moments de doute, et il y en avait, ces deux-là nous rappelaient pourquoi on faisait tout ça. Mais les conventions, c'est pas que des belles histoires. Un jour, quelqu'un s'est installé devant le jeu, il a joué, et il n'a pas aimé. Ce qui aurait été normal. Le jeu avait bien des défauts. Sauf qu'il l'a dit ouvertement, sans filtre, que le jeu était nul, Dark Souls était meilleur en tout point, qu'on n'avait aucun talent et qu'on devrait tout arrêter. C'était dur. Rester calme dans ce moment-là, c'est pas naturel. Mais on lui a malgré tout souhaité bonne continuation. Et on a continué. J'ai rencontré des éditeurs, Focus Entertainment, Daederic, Plugin Digital.
Kingdom of Rea leur plaisait, mais il n'avait jamais sa place. Soit trop ambitieux pour une équipe sans vétérans, soit pas assez ambitieux pour justifier un deal. Il n'a jamais été assez bien, encore aujourd'hui, il ne l'est pas. Mais j'ai quand même réussi à le faire doubler entièrement en français. Des comédiens professionnels, Pierre-Alain de Garrigue et Barbara Damidé. Des petits streamers qui ont pris le temps de le tester, de rester dessus. C'était un rêve, même à petite échelle. On a mis le jeu gratuit pendant un moment, en pensant que ça donnerait de la visibilité. Plus de 30 000 téléchargements. 0 conversion réelle. Gratuit attire des gens qui ne voulaient pas payer. Pas des fans. Ne faites jamais ça. 41 ventes payantes. Et la décision de sortir quand même, parce qu'il fallait apprendre avec une vraie release. Et à la Paris Games Week, quelqu'un s'est arrêté sur mon stand, il mangeait un sandwich, il n'aimait pas mon jeu, c'était le coup de foudre. Il est devenu mon associé. Avec lui, on a pitché Kingdom of Rea pour rentrer dans un incubateur. La pleine image, à Tourcoing. Le pitch s'est mal passé. Le projet était trop gros. Ambition AA, Ulule modeste, équipe réduite, le jury ne voulait pas nous soutenir. On a été pris malgré tout. Pas pour le projet, mais pour nous. Sur le moment, c'était humiliant. Avec le recul, c'est une des meilleures choses qui me soit arrivée. Une fois dans l'incubateur, on a lancé Apparence, un FPS d'horreur psychologique. Pas de jumpscare, on voulait que le jeu fasse peur par son ambiance, parce qu'il installe dans la tête, pas dans le corps. Et sur ça, on a réussi. Presque tous ceux qui y ont joué nous ont dit qu'on avait atteint ça. C'est une fierté que les 96 ventes n'effacent pas. On est allé à la Game Connection à Paris, un événement professionnel, rien à voir avec les conventions grand public. Tu parles à des gens dont c'est le métier de signer ou pas. Tu comprends très vite ce qui fait la différence. Et pour vivre, pendant tout ça, on faisait de la prestation. Mon premier contrat pro, c'était avec Ipsos, une expérience VR sur l'écologie. Je me souviens d'avoir été à la fois excité et terrifié. Est-ce que ce que j'avais appris en faisant mes jeux allait suffire sur un vrai projet professionnel ? Ça a suffi, et j'ai énormément appris. Après ça, j'ai été lead dev sur un projet multijoueur, ma première fois à gérer une équipe. Le recrutement, le planning, terminer ce que les autres n'arrivaient pas à finir. Une équipe internationale, beaucoup d'inconnus, c'était humainement intense. Et puis, un projet qui m'a particulièrement marqué, une balle aux prisonniers en VR pour une salle d'arcade. Le concept était brillant. Chaque équipe était associée à un instrument de musique, une OST qui avait été composée spécialement pour le jeu. Quand une équipe capturait une zone, sa partie de l'OST se déclenchait avec uniquement son instrument qui jouait la musique. En permanence, rien qu'en écoutant la musique, tu savais quelle équipe dominait. C'est l'un des meilleurs feedbacks de gameplay que j'ai jamais vu, et je n'aurais jamais eu l'opportunité de travailler là-dessus si je n'avais pas passé des années à rater mes propres jeux. En parallèle, on construisait une vraie boîte. J'ai monté une SAS, 2 associés, chacun 7 500 € de prêt personnel, 15 000 € sur la table, un prêt de société de 15 000 € en plus. On a obtenu notre première subvention de 7 500 € pour faire la direction artistique d'Apparence. Et on a présenté devant un jury pour obtenir 30 000 € supplémentaires via Pictanovo. 67 000 € au total, 2 ans de travail. On a sorti Apparence en sachant qu'on n'irait pas plus loin. L'histoire était incomplète, le gameplay aussi. Mais il valait mieux sortir ça et passer à la suite. 96 ventes, on s'y attendait. De toute notre promo dans cet incubateur, on est une des seules équipes encore dans le jeu vidéo aujourd'hui. Il y a un moment dont je me souviens très bien. Un message LinkedIn. Une école qui cherchait quelqu'un pour donner des cours sur Unreal Engine en Blueprint. Je n'y croyais pas. Pourquoi moi ? J'avais sorti 2 jeux que personne ne connaissait. Qui allait m'écouter ? J'ai dit oui quand même. Et là, quelque chose a tiqué. J'ai adoré ça. La transmission, rencontrer la prochaine génération de développeurs, voir des gens progresser grâce à ce que je leur apprenais. Je continue de le faire aujourd'hui pour cette raison. L'enseignement m'a appris une chose que je n'attendais pas. On ne peut pas plaire à tout le monde. Chaque école note ses intervenants, et dans ces notes, il y a toujours du très bon et du moins bon. Peu importe la qualité de ce que tu fais, quelqu'un trouvera ça insuffisant. C'est pareil pour les jeux. C'est pareil pour tout. Et une fois que tu acceptes ça vraiment, que ton travail ne sera jamais parfait pour tout le monde, tu te libères d'un poids énorme. Les contrats ont continué à arriver, des studios, des boîtes, des indés. Pas parce qu'ils avaient vu mes ventes sur Steam, ça les aurait fait fuir. Parce qu'ils avaient vu ce que je savais faire. Je ne suis pas un imposteur. J'ai encore le syndrome, parfois, c'est dur de s'en débarrasser complètement,
Mais chaque contrat, chaque cours, chaque projet professionnel est une preuve supplémentaire que ce que j'ai construit en ratant est réel. Mes jeux n'avaient pas vendu, mais ils avaient tout financé. Aujourd'hui, je développe un jeu de gardien de phare. 10 nuits, une île, quelque chose qui se passe dans ce phare. Mais cette fois, je travaille différemment. Tout ce que je code est un plugin réutilisable. Je ne produis plus rien qui ne servira qu'une seule fois. Chaque système que je construis aujourd'hui est un outil pour demain. C'est la leçon la plus concrète de tout ce parcours. Abonne-toi si tu veux voir la suite, et souviens-toi, un jeu qui sort petit vaut infiniment mieux qu'un jeu qui ne sort jamais. À bientôt.